Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la situation internationale et plus précisément à l'est de l'Europe où les choses s'accélèrent au millième jour de la guerre en Ukraine, chacun voulant atteindre ses objectifs avant le 20 janvier 2025, date de l'arrivée de Trump au pouvoir. Côté russe, on espère avoir les mains totalement libres pour négocier lorsque Trump l'imposera à la Russie. C'est pour cela que notamment la région de Koursk, il y a une grosse offensive pour reprendre ce territoire, à l'aide notamment des Nord-Coréens qui pourraient amener jusqu'à 100 000 soldats. Alors on ne parle pas de 100 000 soldats d'un coup, mais avec des rotations fréquentes pour permettre à ces soldats de connaître ce qu'est la guerre et pour en même temps pouvoir faire souffler très rapidement les hommes pour reprendre au plus vite cette petite partie pour ne pas l'avoir qui pèse dans les négociations pour l'Ukraine. Il y a aussi des attaques contre les infrastructures énergétiques et contre à peu près tous les bâtiments qui peuvent avoir lieu avec le moral des Ukrainiens. Ça a fait beaucoup de morts, c'est des plus grosses frappes depuis assez longtemps dans la guerre en Ukraine. Le but, c'est que Trump mette la pression, mais aussi la population ukrainienne, car une frange de la population ukrainienne commence à en avoir marre de ça, n'est certes pas pro-russe, mais commence à en avoir marre et souhaiterait peut-être que des négociations aient lieu. La question qui se pose, c'est quelle est cette part de la population ukrainienne qui pense ça? Parce que même si Zelensky peut paraître parfois en difficulté, notamment lorsque des images comme celle-ci circulent, où on voit un jeune homme obligé d'être mobilisé, arrêté par la police, parce qu'il cherche 16 000 hommes actuellement. Donc même si Zelensky est mis en difficulté, il y a quand même une union nationale face à cette attaque russe qui s'est formée, qui reste assez solide. Mais le problème, c'est que la loi martiale interdit les élections, et donc pour l'instant, ça fait un peu statut de dictateur, alors que il souhaite que pouvoir arrêter la loi martiale le plus vite possible afin de rétablir les autres pouvoirs que aujourd'hui il n'y a que lui et le Parlement qui ont le pouvoir afin qu'il y ait de nouvelles élections, ce qui ne l'empêchera pas potentiellement de se représenter, mais dans le but de faire un nouveau cycle démocratique, car ça rassurerait les alliés, notamment européens et américains, enfin américains actuels, puisque ça changera bien vite avec l'arrivée de Donald Trump. Du côté des États-Unis, c'est toujours Biden qui a le pouvoir et il a décidé hier soir d'une décision assez importante. C'est la possibilité des Ukrainiens d'utiliser les attaques MS à 300 km dans le territoire russe. Alors pourquoi je dis 300 km dans le territoire russe? Parce qu'en fait, il les a autorisés à les utiliser en territoire russe, mais les attaques MS que les États-Unis exportent sont bridées à 300 km. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc on voit sur la carte tous les lieux que ça pourrait toucher. Donc certes, ça ne pourrait pas toucher Moscou, mais ça peut toucher tout ce qui est important comme nœud logistique militaire, comme infrastructure énergétique militaire de la Russie, et donc permettre de ralentir l'arrivée de troupes ou de munitions, par exemple, sur le front, ce qui pourrait donner un certain avantage à l'Ukraine. En tout cas, ça ne peut pas les désavantager, cette décision. De son côté, la télévision russe ainsi que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ont bien évidemment déclaré que Biden ne faisait que augmenter la pression et aller vers une troisième guerre mondiale. C'est un discours auquel on est habitué et qui n'a plus aucun effet sur beaucoup de dirigeants occidentaux, malgré l'effort de ces trois personnes assez connues que je vous mets là. Donc Peskov, c'est la personne du bas. Malgré leurs efforts à essayer de faire peur, on voit bien que ça n'a plus d'effet, notamment sur Biden qui fait de son mieux pour aider l'Ukraine. Côté français et du Royaume-Uni, le but en ce moment c'est de se montrer comme les plus gros soutiens à l'Ukraine, comme des gros enfin des gros pays de l'OTAN pour rassurer tous les petits pays à l'Est qui ont peur que Donald Trump les lâche. C'est aussi du côté de la France l'idée de construire une défense européenne et de relancer les industries de l'armement. La Pologne, quant à elle, sort les muscles et a fait décoller, justement lors de la précédente attaque de drones et de missiles russes, elle a fait décoller ses avions de chasse afin de montrer qu'elle est prête à se défendre et a demandé à ses alliés de l'OTAN, notamment les Français, de faire de même, ce qui a été fait. Ainsi, la Pologne montre à la Russie que les avions et tout le dispositif polonais
au moins anti-aérien est prêt en cas de problème. C'est une manière vraiment de passer le message, un message de force, parce que les Polonais, comme ils l'ont dit par la voix de leur ambassadeur, sont convaincus qu'il n'y a que la force, le langage de la force qui marche avec Poutine. Ce n'est sûrement pas ce que pense Scholz qui a communiqué avec Poutine. Après, Scholz a des problèmes intérieurs et il espère sûrement redevenir populaire, notamment en plaisant à des électeurs des Verts qui sont plutôt pacifiques et donc en disant qu'il souhaite parler d'une paix en Ukraine, ou alors à rassurer des électeurs aussi de l'extrême gauche qui en Allemagne est resté très pro-russe avec des liens avérés avec le Kremlin du fait de l'ex-partage de l'Allemagne. Et donc voilà, c'est peut-être sûrement pour des raisons électorales que Scholz a fait ça. En tout cas, lui, de son côté, il n'autorise pas à ce que ces missiles soient utilisés sur le sol russe. De son côté, Orban continue de perturber l'effort de l'Union européenne et il est vraisemblable que, à l'arrivée de Donald Trump, son but sera de devenir le cheval de Troie pour bloquer toute aide à l'Ukraine et toute coordination européenne pour l'aide à l'Ukraine, dans le simple but d'imposer à Zelensky la paix. Euh, Orban qui est connu quand même pour être l'allié de Poutine sur le continent européen avec les Serbes, mais les Serbes ne faisant pas partie de l'Union européenne, ils n'ont pas le même pouvoir. Maia Sandu, la jeune présidente moldave, oula, toute nouvelle réélue, pardon, elle craint pour l'avenir de son pays parce qu'elle a peur d'être liée à celui de l'Ukraine, elle a peur des négociations qui peuvent avoir lieu ou du fait que si les Américains lâchent l'Ukraine et que l'Ukraine continue à se battre, potentiellement les Russes, s'ils arrivent à prendre notamment la ville d'Odessa, ils pourraient continuer jusqu'à la Moldavie, où ils ont des troupes qui sont stationnées en Transnistrie occupées, qui pourraient aussi, pourquoi pas, essayer de prendre les stocks d'armes très importants qu'il y a en Moldavie pour pouvoir attaquer l'Ukraine. Donc le pays craint toujours les Russes, craint toujours ce qui se passe en Ukraine, mais encore plus avec le fait que Trump peut potentiellement lâcher l'Europe. Un autre pays qui craint pour son avenir, c'est la Géorgie. Ils sont dans la tourmente depuis les élections, euh, dans lesquelles il y a sûrement eu de l'ingérence. Alors si ce n'est pas directement de l'ingérence du Kremlin, c'est d'hommes d'affaires très liés au Kremlin. Et il y a une nouvelle qui est apparue, c'est l'Abkhazie, qui est une région séparatiste normalement pro-russe depuis 2008, où il y a de grandes manifestations parce qu'en fait les gens souhaitent leur indépendance mais ne souhaitent pas être attachés à la Russie. Et malgré le fait que c'est la Russie qui, lors d'une guerre avec la Géorgie, leur a permis l'indépendance, ben, la Russie essaye en ce moment de les intégrer complètement à la Fédération de la Russie, ce qui ne leur plaît pas. Donc il y a eu plusieurs blessés lors de manifestations et elle risque de dégénérer avec des soldats russes sur le présent. Donc c'est à voir ce qui peut se passer dans ce territoire qui semblait pro-russe, mais peut-être pas tant que ça. Voilà pour un tour global de ce qui se passe à l'est de l'Europe. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus. Si vous avez d'autres idées de vidéos d'actualité que vous voulez que je fasse ou que je reprenne d'anciens formats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bonne soirée et bonne journée à tous.